18h42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Christophe Dickès. Bonsoir à vous, historien. Bonsoir. On va revenir évidemment sur ce conclave qui a démarré au Vatican. 133 cardinaux qui sont coupés du monde dans la chapelle Sixtine pour élire le 260e successeur de Pierre, de Saint-Pierre. Aymeric Pourbet se trouve sur place, sur la place justement, Saint-Pierre de Rome. Comment se passe un vote, mon cher Aymeric? Expliquez-nous. Alors, cher Laurence, effectivement, depuis que les portes sont fermées, depuis tout à l'heure, on a vu ces images saisissantes, eh bien, les cardinaux ont d'abord choisi 3 scrutateurs qui vont dépouiller les votes et 3 réviseurs qui surveilleront les scrutateurs. Et oui, c'est très précis et très important. Et puis, chaque cardinal va écrire à la main le nom du pape qu'il veut voir élu et il dira à haute voix en latin « Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. » Et puis, chaque cardinal se dirigera la main levée vers les scrutateurs, pourra glisser son bulletin dans une urne avant de s'incliner devant l'autel et de regagner sa place. Quand les 133 auront voté, ce qui prendra bien sûr un peu de temps, plus que les fois précédentes, eh bien, les 3 scrutateurs se font passer les bulletins, le 3e lit à haute voix et les perfore avec une aiguille et du fil pour qu'aucun bulletin ne se perde. Et puis à l'issue du dépouillement, eh bien, les résultats sont notés sur une feuille, les réviseurs vérifient, et si un pape est élu, eh bien le doyen, le cardinal Parolin, demande à l'élu s'il accepte sa charge et le nom qu'il choisit, et c'est après seulement que les bulletins seront brûlés dans 2 poêles différents pour avoir une couleur qui soit nette, qu'elle soit noire ou blanche. Et puis des projecteurs sont installés la nuit, puisque effectivement on devrait avoir un premier résultat, une première fumée vers 19h30, 19h40. S'il fait nuit, eh bien il y aura des projecteurs. Et puis les cloches, si un pape est élu, sonneront pour plus de clarté. Ça, c'est une nouveauté qui a été instaurée en 2005. Rendez-vous donc à partir de 19h30, puisqu'un vote devrait durer à peu près 1h30. Merci beaucoup pour ces précisions, Aymeric Pourbet, avec Sacha Robin, Christophe Dickès. On imagine assez mal l'élection dès ce soir d'un pape, même si Gauthier Lebret, qui fait une édition spéciale, en rêverait. Ouais. Mais c'est un petit peu tôt. Non, c'est beaucoup trop tôt, ça ne s'est jamais vu. Le premier tour, c'est toujours un tour de chauffe, si vous me permettez cette expression. Il ne faut pas oublier que conclave, c'est cum clave, c'est avec la clé. Pourquoi vous êtes enfermé? C'est parce que vous devez vous décider vite. C'est dès les origines du conclave, on a enfermé les cardinaux qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un nom. Donc la temporalité est plus importante historiquement que le secret. Que se passera-t-il demain? Soit il y a un candidat qui, comme en 2005 avec Ratzinger et en 2013 Bergoglio, qui va monter et emporter l'ensemble des suffrages après 3 ou 4 tours de scrutin, et à ce moment on aura une fumée blanche, soit il y a un challenger et les deux montent et il y aura peut-être une impasse, et s'il y a une impasse, on est reparti pour une deuxième journée. D'accord. Et donc là, est-ce qu'il y a des noms qui circulent? Est-ce qu'il y a des favoris dans les papabilés? Oui, alors il y a énormément de noms qui circulent, mais si vous voulez, la science du conclave, c'est qu'il n'y a absolument aucune science, surtout si il y a cette impasse qui se présente. Dites-vous que la plupart des cardinaux aujourd'hui sont rentrés avec une idée précise de leur vote. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la période du pré-conclave, qui est une période extrêmement importante dans laquelle on échange sur quoi? Sur les besoins de l'Église. Et en conséquence, après avoir défini les besoins de l'Église aujourd'hui et demain, quelle est la personne qui est la plus à même de pouvoir répondre à ces défis? Donc on parle beaucoup du cardinal Parolin, qui est l'ancien numéro 2 du Saint-Siège, qui est un grand diplomate, qui pourrait réparer toutes les blessures de la curie, qui est le gouvernement de l'Église, la curie qui a été très malmenée par le pape François, puisqu'il a créé un fossé, il a gouverné contre sa curie. Donc il y a un besoin d'unité aussi qui a été bien traduite ce matin lors de la messe par le cardinal Ray au cours de son homélie. Je crois que c'est le moment le plus important de son homélie, cette question de l'unité. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a eu un pape assez clivant et que ce
pape clivant a amené des blessures au sein de l'Église et que ces blessures doivent être pensées, voire réparées. D'où cette idée d'unité qui n'a cessé d'être répétée au cours de la période des congrégations générales. On parle aussi du cardinal français Aveline. Aveline, voilà, Monseigneur Aveline, qui fait aussi partie des papabilés. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est de voir que le cardinal Aveline, dont on disait qu'il ne parlait pas italien, s'est mis à parler italien lors de la messe dans sa non pas sa cathédrale, mais dans son église, parce que chaque cardinal possède une église en propre et peut à Rome, peut dire sa messe dans cette église. Et c'est exactement ce qu'a fait le cardinal, non seulement lors de son homélie en parlant italien, mais aussi à la sortie en parlant aux enfants. Bon, le cardinal Aveline est un homme très intelligent, qui est un homme cultivé, qui a des capacités que d'autres n'ont pas. Si vous voulez, il y a certains cardinaux qui ne sont pas polyglottes. Le cardinal Aveline est polyglotte, mais il ne parle pas italien. Je crois que s'il est élu, ça sera une question de 6 mois ou d'1 an pour qu'il pratique véritablement son italien, parce que c'est vrai que la question de la curie est essentielle pour le prochain pape. Et on ne peut pas gérer la curie sans parler italien. Même si la langue française est la langue, normalement, de la diplomatie vaticane, et ce serait une belle revanche, puisque le ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège, qui s'appelle le cardinal Gallagher, a imposé l'anglais au sein de la diplomatie vaticane, ce qui est dommage. Le français est officiellement et reste officiellement la langue de la diplomatie du Saint-Siège. Et pourrait le redevenir éventuellement. Le français, c'était... C'était le XIVe siècle, c'était au moment... si on n'a pas laissé un très bon souvenir, c'était la papauté d'Avignon, une église déchirée qui mène sur ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, c'est-à-dire cette longue période où il y avait jusqu'à 3 papes en Occident. Ça fait un peu beaucoup. Beaucoup de papes. Eugénie Bastier, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est vrai que ça va être l'enjeu du prochain mandat, alors du pontificat, pour le dire plus justement. Ce sera de retrouver peut-être un équilibre au sein de l'Église. Après, effectivement, un pontificat conservateur de Benoît XVI, un pontificat progressiste, pour le dire rapidement, de François. Peut-être un retour de balancier plus centriste. Alors peut-être qu'on aura un pape centriste. Moi, je vois plutôt un pape centriste. Vous savez, le cardinal Ray ce matin évoquait une unité qui ne signifie pas une uniformité, en même temps, mais une communion dans la diversité. Ouais. Et en fait, c'est tout l'enjeu de l'Église. C'est-à-dire que d'un côté, être catholique, ça veut dire être universel, c'est-à-dire que tout le monde vit sous le même évangile, sous les mêmes règles, sous la même tradition. Et d'un autre côté, vous avez le local qui prend beaucoup d'importance. Et cette tension entre local et universel a été très tendue sous le pontificat du pape François. En même temps, oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a eu un an en même temps pontifical. Non, moi je suis toujours aussi frappé par la puissance de ce tout petit État au niveau de la diplomatie et des grands mouvements géopolitiques mondiaux. Évidemment, on pense à Jean-Paul II, qui a été élu à 58 ans en 1978, oui. Et qui évidemment n'est pas... est directement lié, en tout cas comme effet collatéral, avec l'effondrement de l'Empire soviétique, du mur de Berlin, au moment où d'ailleurs les Chevaleza, les syndicats ouvriers en Pologne mettent beaucoup de foi, j'allais dire, au propre mot figuré. Et d'une certaine manière, François aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Eugénie, il est argentin, il incarne pour moi ce monde multipolaire avec l'émergence du Sud global, précisément. Voilà. Et puis juste, vous allez me corriger, mais parce que tout à l'heure j'ai cité le chiffre, mais je crois qu'il est bon ce que j'ai vérifié. Il y a un conclave qui n'était pas un conclave, mais qui a duré presque 3 ans, qui était celui de 1268, si j'ai bien regardé. Oui, 1268. Alors ça s'appelait pas conclave. Alors c'est parce que à la fin du XIIIe siècle, ils ne se mettaient pas d'accord que la population de Viterbe, parce qu'ils étaient à Vipère, a pris les cardinaux, les a enfermés à clé pour qu'ils se décident. Et c'est un conclave, effectivement, qui a duré plus de 1000 jours. Et oui. En fait, ils ont été enfermés, et c'est la première fois qu'on a enfermé les cardinaux pour qu'ils se décident le plus rapidement possible. Et puis, autre curiosité, puisque le droit canonique donne la possibilité, on le rappelait aussi tout à l'heure, que ni un évêque ni un cardinal ne soit élu pape. Il y a l'exemple, si je puis dire, de Grégoire X, qui était archidiacre, oui, et qui donc se fait élire pape, et met en place ce conclave 2 ans avant sa mort. Non. Alors, en fait, il faut pas non plus tomber dans l'anachronisme. Aujourd'hui, il n'y a plus cette flexibilité, même si tout catholique de plus de 21 ans peut être élu. Peut-être que Génie, vous allez être élu. Je sais pas si c'est ouvert aux femmes. Mais j'en doute. Et en fait, aujourd'hui, tous les cardinaux sont évêques. Il faut être évêque, et un homme
qui n'est pas ni prêtre, ni évêque, ni cardinal qui est élu, devra devenir prêtre, évêque, et puis pour devenir pape. Le nombre moyen de tours de scrutin dans l'histoire contemporaine, c'est-à-dire de la fin du 19e à nos jours, c'est 7 tours de scrutin, soit 48 heures pour un pape d'une moyenne d'âge de 68 ans. Voilà. Je ne pense pas à un pape jeune. On parle beaucoup du cardinal Pizzaballa, qui est le patriarche de Jérusalem, parce qu'il coche toutes les cases, sauf une, celle de l'âge. Et à quel âge ? Il a 60 ans, ça signifierait un pontificat de 25 ans, et les cardinaux ne souhaitent pas renouveler l'expérience de 26 ans de Jean-Paul II. Le symbole géopolitique serait incroyable. Pardon ? Le symbole géopolitique serait bien évidemment incroyable, et peut-être que vous allez dimanche soir vous moquer de moi, parce que j'aurais dit que Pizzaballa n'est pas élu, et peut-être que Pizzaballa sera élu. Voilà, c'est absolument impossible de savoir. Ce qui est marquant, Christophe Dickès aussi, et on a vécu ça à la fois sur Europe 1 et sur CNews, c'est la mise en scène des caméras qui étaient au cœur de la chapelle Sixtine. Le Vatican a compris qu'il fallait utiliser la communication et que le monde entier allait avoir les yeux braqués sur lui pendant 48 heures. Là. Oui, mais si vous voulez, le service de communication, il travaille depuis plusieurs décennies. Vous savez, l'État de la Cité du Vatican a été un des premiers États à avoir un site internet au monde, et aujourd'hui, les services de communication sont vraiment exceptionnels. Et puis on voit. Alors il faut rappeler que c'est un acte liturgique. Ces hommes qu'on voit à l'écran sont tous en rouge, qui est le symbole du martyr. Ils doivent être capables de donner leur vie pour l'Église et pour le pape. C'est un acte liturgique. C'est pour cette raison qu'il y a eu la messe, qu'il y a eu l'invocation des saints, qu'il y a eu le chant du Veni Creator. On invoque l'Esprit Saint pour qu'il éclaire précisément les cardinaux dans leur choix. C'est vraiment un acte liturgique. C'est un lien entre la terre et le ciel. Le souverain pontife, c'est celui qui fait le pont entre la terre et le ciel. Mais les caméras étaient autorisées là dans la chapelle Sixtine, alors qu'on n'a pas le droit de prendre des photos quand on est touriste. Oui, mais vous avez, c'est le service de télé du Vatican, Vatican News. Une des grosses réformes du pape François, ça a été d'optimiser les services de communication du Vatican et de rassembler le service de télévision du Vatican, la radio du Vatican, le journal du Vatican, en une seule marque qui s'appelle Vatican News. Et ils font un très très bon travail. Allez, comme juste une question pour Christophe Dickès. Je voulais avoir votre regard sur les accusations de la presse italienne à l'endroit d'Emmanuel Macron, qu'on accuse de vouloir entrer au conclave pour imposer justement Monseigneur. Il est à l'Élysée, il est occupé avec son copain. Il est plus avec un islamiste qu'avec les cardinaux, c'est vrai. Cette information vient de Guillaume Tabar, du Figaro, et Guillaume Tabar a assisté au déjeuner, et pas une seule fois a été mentionné une quelconque candidature ni quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le général de Gaulle est intervenu en 63 lors du conclave. Il a convoqué les cardinaux avant qu'ils partent là-bas, et le cardinal Roncalli, qui est devenu le pape Jean XXIII, était un candidat français. Donc c'est la presse italienne qui veut bloquer le français ? Je pense que la presse italienne a un dessein visant précisément de bloquer les candidats français avant même l'affrontement entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Merci. Le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié. Magnifique transition. Merci beaucoup, Christophe Dickès. C'était un bonheur de vous écouter ce soir.